Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 5 de Agatha All Along et bordel, j'ai adoré cet épisode. J'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode. Alors, j'ai un reproche à lui faire, qui à mon avis sera le reproche que tout le monde a à lui faire pour le coup, c'est qu'effectivement il est très court, vraiment très court. Si on enlève les crédits de fin et le générique de début, le petit rappel et tout ça, on est sur du 25 minutes. C'est extrêmement court. Extrêmement court. On n'est pas loin de la longueur d'un anime, quoi. C'est vraiment, on est au niveau d'un épisode de One Piece. Donc ouais, ça c'est un gros défaut. Mais, je préfère, bien évidemment, un bon épisode de 25 minutes qu'un mauvais de 40 ou 50 minutes. Donc, pour le coup, au moins de ce côté-là, j'ai été servi. Il se passe plein de choses dans cet épisode, mine de rien. Évidemment, on parlera de cette fin. J'ai été sur le bord de mon siège en mode non, c'est pas vrai. Il y a vraiment des choses. Je me pose plein de questions, encore une fois. Alors, on se retrouvera d'ailleurs dès le vendredi soir. Là, on est jeudi quand j'enregistre la vidéo. Dès demain soir, du coup, au moment où j'enregistre, on se retrouvera en live sur la chaîne, bien évidemment, accompagné de Dr Salience et on parlera de un peu de vraiment en détail avec toutes les références, les easter eggs, les machins, tout ce qui est planqué. Voilà, il y aura vraiment le live très en détail demain, mais déjà bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez les notifications justement pour toutes les vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça aide toujours énormément, ça prend une petite seconde, un petit clic, si vous en avez envie, bien évidemment. Et tout de suite, c'est parti pour cet épisode 5. Et donc qui s'appelle Heure sombre, réveille le pouvoir. Ce qui évidemment vient comme un foreshadowing de la fin assez incroyable de cet épisode. Et vraiment, je dois dire que Agatha, je prends vraiment mon pied. Et c'est marrant, deux séries pour lesquelles j'étais pas vraiment partant à la base. Donc Agatha du côté Marvel et The Penguin du côté DC. Et il s'avère que les deux séries sont très bonnes. Alors très différemment. The Penguin, on est sur un niveau au-dessus en termes vraiment de qualitatif, de production et tout ça. Mais Agatha est aussi une série vraiment très sympathique. Et d'ailleurs, la preuve que c'est une série sympathique qui fonctionne, c'est, semble-t-il, d'après plusieurs articles, la série de Disney+, qui a la meilleure rétention de son public. Ce qui veut dire, oui, les chiffres sont pas incroyables en termes de combien de gens ont décidé de regarder, mais en revanche, elle a les meilleurs résultats pour ce qui est de garder les gens qui ont décidé de lui donner sa chance, et en plus, des gens s'ajoutent. L'audience est en hausse au fur et à mesure. Là où The Acolyte, par exemple, c'était une chute libre, là, on a de plus en plus de gens qui regardent. Et ceux qui regardent continuent à regarder, sont accrochés par la série. Et ça, c'est un très bon signe. Surtout, sachant que c'est la série qui a coûté le moins cher des séries du MCU, c'est ce qu'avait dit Brad Winderbaum, donc le patron de Marvel Television, que c'était la moins chère, donc encore moins chère qu'Echo, qui jusque-là avait le prix de ce côté-là. Donc, franchement, bien ouais, très bien ouais. Et donc l'épisode commence, au début je me disais, tiens, vous savez, toutes ces annonces de remake version sombre, je me suis dit, ça y est, ils font une version sombre des Amis de la Forêt, ou un truc comme un film d'animation du genre. Et donc, on voit ces différents animaux, qui, bien évidemment, en fait, sont les Salem Seven, sur lesquels on va en apprendre plus, d'ailleurs, dans cet épisode, juste un petit peu plus tard. Et donc, voilà, on les voit qui se retransforment en forme humanoïde. Et alors, ce qui est assez creepy, pour le coup, c'est que même en forme humaine, au départ, elle se déplace toujours de la même manière que les animaux qu'elle représente. Genre celle en serpente qui se déplace vraiment comme ça en rampant sur le sol et tout. Ça doit pas être très pratique pour aller vite, on va pas se mentir, mais ça donne un côté effectivement très creepy. Ce qui va réveiller directement Lilia, qui a une vision justement des Salem Seven qui arrivent. Et donc ce qu'on va comprendre, c'est qu'elles ont laissé la porte ouverte. Quand elles ont appelé elles ont fait leur invocation pour appeler la sorcière verte, ça a créé une espèce de passage que les Salem Seven ont été capables d'emprunter. Et on voit encore une fois que Rio, elle, est au courant de ce qui se passe, comprend déjà. Elle est pas surprise ni quoi que ce soit, c'est juste, dis-le. Genre vraiment, elle le sait déjà. Ce qui est pas étonnant, étant donné que, voilà, on est maintenant quasiment sûr, on est sûr que c'est un être cosmique. Et donc, là, on en apprend un peu plus. Et ça va dans le sens de racheter Agatha. Et il y a plusieurs éléments qui vont venir dans ce sens. Alors évidemment, il y en a un qui va aller complètement à l'inverse.
où là on se dit non, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais il y a quand même plein d'éléments qui viennent pour essayer de faire mieux comprendre Agatha et la rendre moins antagonistique. Pour le coup. Et là, on apprend que quand Agatha a tué son coven original, et l'a tué aussi, on va en apprendre plus tard, donc en volant leur pouvoir. Et j'aime bien parce que du coup, on a Rio qui plusieurs fois va défendre Agatha dans cet épisode. Même si plus tard, elle veut lui ouvrir la gorge. Mais bon, dans tout couple, il y a des engueulades. Voilà, elle veut lui ouvrir la gorge à un moment. Bon, bah, elle s'emporte un petit peu. Je plaisante, bien évidemment. Je plaisante. Mais voilà, elle prend sa défense en précisant bien, parce que sa mère a essayé de l'exécuter. Et on sent qu'on est en train, et ça va venir encore bien plus tard, de nous faire comprendre qu'en fait, cette scène qu'on avait vue à l'époque dans WandaVision, quand elle prend le pouvoir de son coven, en fait, c'était de l'autodéfense. En fait, de plus en plus, on peut se demander si la légende autour d'Agatha, ce côté d'avoir tué tellement de sorcières et tout ça, est-ce que c'est pas quelque chose qui a été construit? Est-ce que c'est pas quelque chose qui n'est pas vrai, tout simplement? Et que voilà, elle s'y habituait, quelque part c'est un moyen de paraître encore plus dangereuse et donc d'être plus protégée, mais il semblerait que sa mère avait un problème dès le départ. Et donc, voilà, Jennifer qui est en mode, mais d'où tu la défends en fait, espèce de psychopathe. Et quand Agatha a tué donc les autres sorcières, elle a épargné les enfants. Et encore une fois, ça montre qu'Agatha, il y a vraiment un truc quand il s'agit d'enfants. Et c'est comme ça aussi qu'on rend un vilain moins antipathique, c'est en lui donnant soit des règles, soit des limites. Et Agatha, on voit bien que les enfants, c'est son point faible. Évidemment par rapport à ce qu'elle a vécu avec Nicolas Scratch, même si on ne connaît pas encore tous les tenants et aboutissants de tout ça, mais son point faible, la chose sur laquelle elle a des limites, c'est quand il s'agit d'enfants. Et on découvre que donc c'est eux, justement, ces enfants épargnés qui sont devenus les Salem Seven. Alors ce qui est un changement par rapport aux comics, vu que dans les comics, les Salem Seven sont en fait les petites filles d'Agatha. Ce sont les filles mutantes de Nicolas Scratch, qui lui est un vilain, pour le coup, ce qui n'est pas le cas d'Agatha dans les comics. Et donc, dans les comics, ce sont les filles de Nicolas Scratch qui sont les Salem Seven, et qu'on voit apparaître dans un comics où elle se retrouve confrontée au Fantastic Four. Et donc voilà, Agatha qui arrive en mode « Ok, allez, c'est pas tout ça, la pitié, c'est surfait, c'est la leçon à en retirer, et vaudrait mieux qu'on se dépêche, donc prenez vos affaires, on se casse. » Sauf qu'elle se rende compte qu'elle les entende, donc les Salem Seven, et devant et derrière sur le chemin, ce qui veut dire qu'elles sont prises au piège, et c'est là que l'adolescent propose, donc Exenbezen, qui en fait est le fait de prendre c'est de voler sur, alors des balais, ce qui ne sont pas des balais normalement en réalité, ce sont des racines d'arbres. Et donc on voit qu'au début elles ont pas envie. À part Rio. Elle, ça va, ça la dérange pas. Mais en gros c'est, non mais ok, c'est génial, on va faire comme ça parce que là on n'a pas le choix, donc oui. Et encore une fois, et je vous dis, alors ça va être la prochaine épreuve, celle de Lilia, c'est clair, parce qu'elles arrivent dans une zone jaune qui semble être pas mal la couleur de Lilia, ça va être son épreuve à elle. Et je suis persuadé que son épreuve va tourner autour des préconçus des idées préconçues sur les sorcières. Ça revient à chaque épisode avec elle. Et voilà, elle dit justement c'est tellement humiliant. Pourquoi votre génération les déteste autant ça? Demande l'adolescent. Et en gros, c'est les balais ont été en gros utilisés par l'industrie en termes d'image, de marketing. C'est un emblème absurde de notre culture. En même temps, voilà, c'est le ballet, donc c'est un symbole de un peu du côté femme qui s'occupe des tâches ménagères et compagnie. Et puis c'est basique. Et voilà, et donc on découvre que pour pouvoir les utiliser, il faut être deux. Il faut forcément être deux, alors ce qui est pas pratique du coup, si on est tout seul et qu'on veut les faire en tour, c'est pas possible. Et donc il faut être deux, et il y a un truc à faire, machin, et il faut se passer. En fait, on enchante le balai de l'autre. On peut pas enchanter son propre balai, enfin les racines d'arbres plutôt, on enchante les racines d'arbres de quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'elle dit, voilà, c'est à propos de don de soi, justement. Alors ce qui fait un peu marrer les autres, parce que c'est Agatha qui dit ça, évidemment. Et on voit encore l'adolescent qui se rapproche d'Alice. Et c'est tellement triste. La pauvre. Elle vient de réussir à se débarrasser de cette malédiction générationnelle. Et là, on les voit encore. Chaque fois, on les voit qui se rapprochent tous les deux. C'est celle qui est toute sympa avec lui et tout. Enfin bon. Et donc, ils sont attaqués par une des Salem Seven, justement, qui saute sur l'adolescent. Heureusement, Alice, toujours la protectrice. Voilà, c'est la sorcière de l'élément du feu, c'est celle qui protège, et donc elle va justement réussir à un home run avec la sorcière des Salem Seven. Ils arrivent à enchanter les racines, et donc ils s'envolent tous. Et là, ils prennent une mauvaise décision qui est de sortir de la route. Mauvaise idée.
on sait que s'il y a bien une chose qu'il faut pas faire, c'est de sortir de la route. Et là, ça me permet de faire une petite critique. C'est vrai, on l'avait déjà dit, et franchement, c'est vrai, que c'est sombre dans la forêt. Autant les scènes dans les maisons, ça va, autant les scènes dans les forêts, des fois, je sais pas si c'est une histoire de réglage d'écran ou quoi, mais waouh, j'ai du mal à suivre à des moments quand même. C'est pas très lisible, tout ce qui se passe. Et donc voilà, la fameuse lune rouge, sur laquelle on va en apprendre un petit peu plus après. Il y a un côté très à la E.T. ou alors il y a une affiche de... Je crois que c'était Hocus Pocus 2, si je dis pas de bêtises, qui ressemblait un peu à ça aussi, avec les sorcières devant la lune. Et donc voilà, elles prennent un peu leur pied, parce que même Lilia qui dit voilà, j'avais pas fait ça depuis des siècles, on voit qu'elle sourit toutes, qu'elle passe un bon moment quand même en étant là dans le ciel. On a Agatha qui encore une fois se retourne vers Rio, et on voit qu'en même temps il y a un côté je suis contente de te voir, et en même temps il y a un côté ça me rappelle vraiment des mauvaises choses. C'est clair et net, c'est clair et net. L'adolescent qui pose la question de pourquoi on n'a pas fait ça avant, il a la réponse tout de suite, parce que la route ne le permet. Elle les oblige à redescendre, parce qu'on est obligé de suivre le chemin quand on est sur le chemin des sorcières. Là, il voit justement que la maison de la prochaine épreuve justement est proche, mais une des Salem Seven leur bloque le chemin, et c'est assez creepy hein, ce truc avec ces abeilles ou ces guêpes là qui lui sortent de la bouche, qui la recouvrent, et elle se transforme elle-même. Ça rappelle effectivement dans WandaVision le fameux Beekeeper, ça nous rappelle un peu ça, donc voilà, qui n'a jamais servi à rien au final en réalité. Mais donc voilà, elles arrivent à rentrer dans la maison. Ça me rappelle un peu Stranger Things avec les loupiottes un peu partout, qui se passe dans les années 80. Donc là, dans la série, justement, chaque fois, on passe d'une décennie pour ce qui est des tendances en films d'horreur, voilà, de cette décennie-là, qui sont utilisées. Et là, on arrive dans les années 80, justement. Elle change, bien évidemment, encore une fois, de tenue. Et d'ailleurs, c'est intéressant du côté de la tenue de l'adolescent, parce qu'évidemment, ça rappelle sa tenue de quand il avait enfant, qui elle-même était faite pour rappeler la vraie tenue de Wiccan dans les comics, et on retrouve le bandeau bleu comme on l'avait ici, et on retrouve le rouge comme on l'avait. Donc vraiment, il y a autre chose sur cette image qui m'intéresse, c'est ça, Pant Reyes. En soi, voilà, sauf que ça fait plusieurs fois quand même qu'il y a des rapports au roi. Et on peut un peu considérer Scarlet... Alors, est-ce que c'est un lien Scarlet Witch? Parce qu'on peut un peu la considérer comme une espèce de reine des sorcières. C'est la Scarlet Witch. Mais rappelez-vous, dans l'épisode, je crois que c'était 2 épisodes avant, où il y avait le vin justement qui était le Reina, et là, on a Reyes. Donc à chaque fois, des choses qui en fait veulent dire roi. Et on voit que ça revient plusieurs fois. Je me demande si ça aura un sens, à un moment. Et donc voilà, évidemment Jennifer qui pète les plombs parce qu'elles sont poursuivies. Et on se rappelle, hein, c'est toute all the same burden, le même poids en fait, les mêmes épreuves. Et donc si les Salem Seven chassent Agatha, maintenant qu'elles sont son coven, elle les chasse aussi. Mais bon, elle leur fait remarquer que voilà, il semblerait bien qu'elles ne peuvent pas rentrer à l'intérieur, donc il faut juste qu'elles passent leur épreuve et qu'elles continuent leur route. Et alors là, si vous n'avez pas compris le Kiss Marry Kill, en fait c'est simple. Kiss Marry Kill, c'est un jeu où en fait on prend 3 noms connus, 3 noms de personnes qu'on connaît ou de célébrités, et la personne à qui on donne ces 3 noms doit dire en fait entre ces 3 personnes laquelle elle l'embrasserait, laquelle elle marierait et laquelle elle tuerait. Voilà, c'est juste ça. C'est un jeu un peu à l'action vérité mais différent, où c'est voilà, je vous donne 3 noms et sur ces 3 noms je vous dis cette personne là je ferais bien des trucs avec, cette personne là je pourrais l'épouser, et cette personne là du coup celle qu'on élimine c'est je la tue. Et donc quel genre de jeu pratiqué dans les soirées voilà de jeux, les soirées pyjama comme ça de jeunes filles. L'adolescent se rend compte qu'il a perdu son livre de sorts et que la dernière fois qu'il l'avait c'était quand il était sur un balai. On retrouve encore d'ailleurs là c'est des hula hoop parce que voilà c'était à la mode à l'époque, mais voilà on retrouve encore l'idée de lune, de symbole sphérique qui revient extrêmement souvent un peu partout. Alors Ryu, elle prend toujours son pied. Ah, et un petit truc aussi, on voit le 3 sur le t-shirt. 3 qui peut correspondre, encore une fois, aux 3 visages de leur divinité. La fille, la mère et la personne âgée, les 3 phases de la féminité de la femme, vous savez, the crown, the maiden. Et donc voilà, le 3 n'est pas là par hasard. Et d'ailleurs, un truc intéressant aussi, c'est qu'on retrouve sur leurs différentes tenues, il y a toujours leur symbole qu'elles avaient dans le pendentif. Alors soit brodé sur les fringues, soit par exemple pour Agatha,
c'est devenu un bracelet, mais voilà, il y a toujours ces petits travails, enfin ce travail de détail, vraiment je trouve ça génial, ce côté-là de toujours aller vraiment faire attention à tous les détails, et elles ont toutes, quelque part sur elles, toujours quelque chose qui remplace en fait leur pendentif. Et donc on découvre que c'est l'épreuve d'Agatha, ce qui est logique, c'était du violet. Alors j'avais dit que ça devrait être Agatha parce que c'était le violet, mais que je pensais que c'était quelqu'un d'autre, mais parce que ça m'étonnait que ça arrive aussitôt. Et clairement, il y a des choses, donc je pensais pas que ça arriverait aussitôt dans la série. Donc, mais j'en suis content, c'est très bien. Du coup, je me demande où on va aller maintenant. Et c'est trop bien, pour le coup. Mais donc voilà. Et pourquoi c'est son épreuve? Parce que la lune sanglante, qui est le moment où la limite entre les morts, ou le voile entre les morts et les vivants, est le plus fin. En gros, c'est la période où on peut le plus facilement communiquer avec les morts. Et à qui ça pourrait mieux correspondre que celle qui a tué, semble-t-il en tout cas, autant de monde. Et d'ailleurs on découvre que non, elle ne parle pas aux morts, c'est une image faussée. En fait elle lit les gens, elle lit dans le temps, elle peut lire les choses qui se passeront dans l'avenir, mais elle ne peut pas réellement parler avec les morts. Et peut-être lire dans le passé aussi d'ailleurs. Elle dit le temps, donc ça peut être dans l'avenir et dans le passé. Et donc voilà, qui de mieux pour communiquer avec les morts que celle qui en a mis autant dans la tombe. Et c'est intéressant parce que si on reste donc sur l'idée que Rio et la mort, en gros ça rappelle vachement le rapport de Thanos et de la mort. Thanos qui justement tue autant de gens parce qu'il veut plaire à la mort. Et donc le côté que là, ce soit avec Agatha, que la mort ait eu une relation, ça pourrait venir du fait, si effectivement c'est vrai qu'elle a tué autant de gens. Là, on voit un des jeux de société, il y en a plein, mais on en voit un du coup qui se met à bouger tout seul, et il s'agit d'une table de Ouija. Et alors, on va en parler des tables de Ouija, c'est intéressant. Les G-Shock, montres classiques pour le coup, mais elles ont toutes des G-Shock, et c'est là qu'il y a le compte à rebours, justement. Et donc on a cette table de Ouija, et ce qui est intéressant, c'est que sur la table, ici en fait c'est écrit William Ford. Et quand on regarde l'histoire des tables de Ouija, en fait à la base c'est Charles Kennard, le fondateur de Kennard Novelty Company, qui clamait qu'il avait inventé la planche de Ouija avec son partenaire de business Elijah Band. Et donc tous les deux ont d'abord essayé avec l'aide de sa belle-sœur qui s'appelle Helen Peters Nosworthy, qui en 1890 est celle qui a donné son nom à la table de Ouija. C'est à elle qu'on doit le nom table de Ouija réellement. Et donc ils ont essayé de déposer un brevet, mais ça leur a d'abord été refusé. Ensuite ils ont voyagé à Washington DC pour encore une fois tenter de déposer le brevet. À la base on leur a dit non, mais le chef du service de dépôt de brevet a voulu tester, a demandé que la planche épelle son nom, ce qu'elle a pu faire, et donc il a accepté. Il leur a permis de déposer le brevet. Et en 1901, c'est un employé du coup de Elijah Bond, William Fuld, justement celui dont il y a le nom sur la boîte dans la série, donc ça vient pas de nulle part, c'est le vrai nom de celui qui a pris le contrôle en fait de la production de ces planches de Ouija, et c'est lui qui a vraiment démocratisé le nom, qui a utilisé ce nom pour la planche à grande échelle. Donc voilà, c'est intéressant. Je trouve que c'est vraiment cool qu'ils aillent vraiment prendre des éléments réels par rapport à tout ça. Je trouve ça hyper intéressant. Ça me permet d'apprendre des choses, et c'est le genre de truc que je kiffe en fait. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve son nom ici, William Furd, donc F-U-R-D. Et donc il nous donne les différentes règles qui sont: numéro 1, ne pas utiliser la table de Ouija tout seul. Numéro 2, ne pas parler les uns par-dessus les autres. Alors bon, évidemment, tout de suite, elles se mettent à toutes parler les unes par-dessus les autres. En gros, c'est ne vous moquez pas, ne cherchez pas les esprits. Évidemment, tout le monde regarde Agatha en mode « tu as compris, tu as bien compris ». On répète, ne cherchez pas les esprits. 4e, ne pas parler de la mort. Numéro 5, et là, vous avez la réponse. Je me suis demandé à la fin, du coup j'ai revu l'épisode plusieurs fois comme d'habitude, et je me demandais à la fin, mais pourquoi comment il sait qu'il faut déplacer le curseur, enfin voilà, ce petit truc là, et comment il sait qu'il faut le déplacer pour débloquer la porte? Et c'est à cause de ça, c'est la règle 5, toujours finir votre session avec goodbye. Et donc, quand le temps arrive à la limite, pour finir la session, il faut le mettre sur goodbye. Donc c'est ça en fait qui se passe vers la fin de l'épisode. Numéro 6, sous aucune circonstance, il ne faut enlever votre main de la planche. Sinon, un esprit sera relâché. Et donc ça explique pourquoi aussi les esprits débarquent ensuite.
Bon, puis il y a la petite blague de mais c'est quoi derrière à partir de 3 ans et au-dessus. Et d'ailleurs, c'est toujours le 3. 3 revient tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui est arrivé, on est 3 ans après les événements de WandaVision, la divinité avec les 3 faces de la féminité, son t-shirt qui a un 3, enfin 3 c'est un chiffre qui revient beaucoup. On sent que l'adolescent est déjà un petit peu plus distant avec Agatha. Il commence à prendre la confiance en lui. J'aime bien ce truc qui revient tout le temps dans les films d'horreur aussi de l'époque, avec ses télés, avec du bruit, la neige, comme on disait sur l'écran. Et on a vraiment l'endroit type années 80 avec ces vieux plaids dégueulasses qui sont quand même assez horribles. Mais voilà, vraiment ils sont bien amusés sur la déco en tout cas. Et voilà, donc ils sont curieux de savoir quel trauma va arriver, qu'est-ce qui va se passer dans l'épreuve d'Agatha, et on voit qu'elle est pas tranquille. Et vous voyez ce que je vous disais, pour Agatha, hop, son pendentif est devenu un bracelet. Et donc voilà, Mother, Maiden, Crone, donc encore une fois les 3 phases justement de la divinité. Et là, on a déjà donc Agatha qui va tout faire pour essayer d'éviter en fait de réellement passer l'épreuve, parce qu'elle flippe sa race, Agatha. Elle flippe de ouf. On l'a rarement vu flipper à ce point-là, à part quand elle est poursuivie par les Salem 7. Et donc voilà, au début, elle va un peu se moquer d'elle, en mode, j'y ai cru, honnêtement, j'ai cru que c'était Mrs. Hart. J'ai voulu y croire, peut-être. Mais bon, c'est assez rigolo. Elle le joue bien, puis voilà. Tu te sens mieux? Non, elle est morte, en fait. Je pense pas qu'elle se sente mieux. Puis comment va ton visage? Non, on a dit qu'on les cherchait pas, qu'on ne se moquait pas, tu arrêtes tout de suite. Sauf que c'est Alice, ce qui est assez étonnant. Et là, on a Agatha qui va donc voilà jouer la comédie, faire croire. Et c'était assez drôle. C'était assez drôle la manière dont elle limite Sharon, notre chère Sharon qui nous manque tellement. Pour toi, Sharon. Mais on voit que au début, elles y croient. Pas trop Jennifer. On voit qu'elle est quand même déjà très méfiante d'Agatha. Lilia, elle est à fond. Elle y croit vraiment. Et voilà, les autres sont en mode non, mais c'est pas elle en fait. Non. Mais celle qui arrive vraiment à la faire arrêter et à la calmer direct, celle qui la connaît bien, c'est Rio, qui est en mode non, mais elle a juste peur en fait, elle joue la comédie. Ce qui là, la fait arrêter direct. Ce qui saoule un peu tout le monde, entre autres l'adolescent justement, qui en a vraiment marre. De plus en plus marre des conneries d'Agatha. Et donc elle va accepter de revenir se mettre en place et de le faire sérieusement cette fois. Et là, les lumières commencent à vaciller. Elle commence à entendre des bruits. Et là, on va découvrir, ça va dire la mort. Alors, ça m'a fait triper puisque du coup, la mort. Et on a Rio qui se met à rire dès qu'elle voit la mort. Bon, c'est vraiment de plus en plus évident. Mais on va découvrir donc que le but, c'est de punir Agatha. Et elles vont pas avoir de mal à être d'accord, les autres, très clairement. Et donc ça dit son nom, et Agatha qui est en mode non, finis pas. Sauf qu'elles n'arrivent plus à la contrôler. Ça va vraiment accélérer de plus en plus. Ce qui va faire enlever les mains à Agatha, ce qu'il ne fallait évidemment certainement pas faire. Et là, on voit du coup un bourrasque de vent, on voit tout qui s'envole, des bruits qui continuent. Il y a un côté très l'exorciste, déjà à ce moment-là, dans la manière de travailler les sons. On retrouve ce qu'on avait justement dans l'exorciste, et au moment où les autres vont décider que oui, il faut le faire, il faut punir Agatha, et on voit dans quel état ça la met. Vraiment, elle est pas bien. Elle est vraiment pas bien pendant une grande partie de l'épisode, Agatha. Là, on voit qu'elle est vraiment mise face à ses propres traumas, et donc elle réfléchit entre elles, et c'est, si on veut passer l'épreuve, bah, il faut le faire. C'est Agatha, elle a fait plein de mal, elle ment, elle triche, elle manque d'humanité. Bien évidemment, Agatha qui est en mode non, faites pas ça en fait. Et à part l'adolescent, elles sont toutes partantes. Même Rio qui en rajoute en mode bah vas-y, on peut lui ouvrir la gorge en fait. Et voilà. Après, on se demande pourquoi j'ai pas d'amis filles, ce qui était assez drôle pour le coup comme remarque. Et Agatha qui va, Catherine Anne qui le joue toujours, bien évidemment, très très bien. Et l'adolescent, qui à ce moment-là est en mode, mais on s'entend tous bien, ça se passe bien, il y a de l'unité, on va pas péter un plomb comme ça direct. Et Jennifer, qui lui retire le droit de voter, parce qu'après tout, il n'est qu'un familier, il ne fait que les accompagner. Et donc, elle veut l'attacher à Agatha, mais elle disparaît. Et ça rappelle évidemment beaucoup les films, de possession de cette époque, et donc elles se mettent à la chercher, et elles entendent une respiration, un peu à la Alien. Il y a vraiment un côté très Alien, où il reçoit, je sais pas, une goutte de salive, ou j'en sais rien,
Et là, il lève les yeux et on découvre une Agatha vraiment en mode l'exorciste. Là, on est complètement dedans. Donc une Agatha qui est possédée. J'aime beaucoup Jennifer qui pense encore que c'est de la comédie. Genre non, elle fait semblant. Non, sa tête. Non, c'est juste parce qu'elle fronce les sourcils en fait. Regardez, c'est sa tête normale. De quoi vous parlez? C'est juste qu'elle a froncé les sourcils et du coup elle a une tête un peu comme ça. Non, elle est vraiment possédée cette fois pour le coup. Et alors évidemment ça c'est vraiment le mouvement, c'est dans l'exorciste quand elle descend les escaliers, donc voilà c'est vraiment une énorme référence à ça. Elle va commencer par s'attaquer à l'adolescent, mais Jennifer qui va s'interposer, Alice qui va venir s'interposer elle aussi, heureusement Lilia va réussir à allumer les lumières, ce qui fait fuir du coup la Agatha possédée. Alors les petits trucs de films d'horreur, voilà avec ce petit ours là, vraiment ce côté des jouets pour enfants qui sont toujours terrifiants. Ces jouets pour enfants comme ça qui est toujours dans les films d'horreur. Effectivement, les enfants font peur dans les films d'horreur. Il y a un truc très bizarre par rapport à ça. Je sais pas d'où ça vient cette histoire, mais vous mettez un tricycle, des petits jouets d'enfants, des petits trucs, ça devient flippant. Ça devient flippant directement. Alors là, ça rappelle énormément Poltergeist, le film. Je l'avais en VHS ce film, je me souviens, je l'ai vu plein de fois. Et ça rappelle beaucoup l'arrivée de l'esprit dans Poltergeist, avec Rio qui dit qu'elle aime pas les fantômes. Je me demande si c'est un peu un fantôme, quelque part c'est un esprit qui échappe à son contrôle, qui reste dans le monde des vivants. Est-ce que c'est pas pour ça qu'elle déteste les fantômes en fait? Et on va découvrir que ce fantôme c'est Evanora Harkness of the Salemites, donc la mère d'Agatha qui justement avait essayé de la tuer. Et j'aime beaucoup comment Agatha, il y a en même temps de la comédie dans la façon dont elle le joue, où c'est vraiment on dirait une ado par rapport à sa mère. Et en même temps, cette scène, elle est terrible, où on voit le rapport enfin, on comprend pourquoi elle est complètement starbée, Agatha, quand on voit comment sa mère la voit, que sa mère avait été prête à faire, en fait. C'est horrible. C'est comment on peut, bien tourner avec une mère pareille, c'est compliqué quand même. Et donc, salut maman, c'était sympa de t'avoir dans mon corps pendant quelques secondes. Je me suis jamais senti aussi proche de toi, en fait. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Et là, elle va dire, mon coven a tout risqué pour la tuer, et vous, espèce de fou, vous l'avez rejoint de votre plein gré. Mais vraiment, de plus en plus, je pense que c'est vraiment sa mère qui était cinglée, quoi. Alors, pour quelle raison elle pensait ça, je sais pas. Mais clairement, il y a un truc. Et même, on va le voir après, mais dans la façon dont elle absorbe les pouvoirs d'Alice, je pense vraiment qu'effectivement, il y a une part du truc qu'elle ne contrôle pas. Mais bon, ça, on y reviendra. Et bon, j'ai beaucoup aimé la réflexion, vraiment le truc d'ado. Maman, arrête de m'embarrasser devant mes amis, s'il te plaît. Et donc, au début, je demande qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut bannir le fantôme? Les émotions les rattachent à ce plan d'existence. Donc, ça veut dire qu'ils ont un travail pas fini, ils ont quelque chose qui les retient ici. Il lui demande, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle n'ait plus d'attache avec ce monde? Et en gros, c'est, vous devez finir la route des sorcières, mais sans Agatha. En gros, il faut la punir, il faut la lui laisser. Laissez-la ici, avec moi. Rio, c'est assez intéressant la façon dont elle la défend déjà au début de l'épisode, et encore là, où Rio, elle, doit connaître l'histoire, doit connaître toute l'histoire. Voilà, elles ont été assez proches toutes les deux. Et alors Rio, elle a vraiment une dent contre la mère d'Agatha. Vraiment, c'est ce qui nous montre qu'il a dû se passer des choses vraiment et que la mère d'Agatha, c'est celle qui est en tort quand on voit les réactions de Rio. Et donc, hors de question. Et les autres lui disent, mais attends, il y a une minute, t'étais prête à lui ouvrir la gorge. Ouais, mais il est hors de question de la laisser à sa mère. Et donc, je suis vraiment curieux. Ça fait partie des questions auxquelles on aura certainement des réponses bientôt. Pourquoi il y a une telle haine vis-à-vis entre Rio et la mère d'Agatha, et surtout pourquoi la mère d'Agatha et sa fille à ce point-là. Et on le voit, là c'est une Agatha en mode fragilité qui dit « Pourquoi tu me détestes toujours autant ?» Et on voit qu'à ce moment-là c'est vraiment quelque chose de sincère. Et sa mère qui dit, et encore une fois, ça rappelle Thanos, je vais vous dire pourquoi. Et elle dit, tu es né démoniaque. J'aurais dû te tuer dès que tu es sorti de mon corps. Et ça rappelle Thanos parce que c'est ce qu'a fait la mère de Thanos. Elle a essayé de tuer son fils avec une lame. Et du coup, il a son rapport avec la mort qui rappelle Thanos. On peut dire le fait que son pouvoir soit violet, couleur de Thanos. Et là, ce que lui dit sa mère, c'est exactement l'attitude de la mère de Thanos vis-à-vis de son fils. Où dès la première fois qu'on l'a mis dans ses bras, elle a voulu le tuer. Et on voit la réaction de Rio. Qui est triste pour elle, qui est vraiment triste pour elle. Jennifer qui décide quand même, voilà, d'abandonner Agatha. Et là, c'est l'adolescent qui est en mode, mais non. Et Jen qui fait, mais ici, il n'y a pas de flamme, il n'y a pas d'inondation, il n'y a rien de tout ça. Le seul danger pour nous, c'est Agatha. Et vraiment de la voir comme ça, c'est, ouais, encore une fois, on voit que là, cette fois, elle est vraiment en mode fragilité et qu'elle est sincère. Et donc, elle leur demande de l'emmener avec elle. Ne me laissez pas ici, prenez-moi. L'adolescent veut essayer de l'aider.
et on a sa mère qui va reprendre encore une fois possession d'elle, mais Alice va s'interposer, avec d'ailleurs Lilia qui dit Knight of Wands, donc la carte de tarot, le chevalier de bâton ou de baguette, et ce qui m'intéresse là-dedans quand on regarde la signification du chevalier de bâton, c'est que en inversé, alors je vais peut-être aller trop loin dans ce que je vais dire, mais elle dit Knight of Wands, et là ensuite Agatha va commencer à, une fois qu'il n'y a plus l'esprit de sa mère en elle, va commencer à aspirer, voilà, Knight of Wands, juste avant que le fantôme soit éjecté, et que donc ça s'inverse, et que ce soit elle qui absorbe les pouvoirs. Or, et je vais peut-être pas trop loin, parce qu'encore une fois, dans cette série, ils ont vraiment été cherchés dans tous les détails. Donc, c'est possible que ce que je vais dire ait un sens. Mais la carte Knight of Wands en inversé, parce qu'il y a toujours un sens droit et un sens inversé dans les cartes de tarot. C'est deux significations différentes selon dans quel sens est la carte. Et en inversé, ça signifie, c'est l'insécurité et la peur de révéler sa véritable identité. C'est la signification de la carte en inversé. J'ai du mal à me dire que c'est un hasard. Insécurité et surtout peur de révéler sa véritable identité. Et donc, elle va commencer à aspirer ses pouvoirs. Et là, je me demande si quand Lilia précédemment disait, un moment avait une vision du futur et disait Dante à Alice, ne fais pas ça Alice, ne fais pas ça, est-ce que c'était par rapport à ce moment-là, du coup? Et donc, elle aspire ses pouvoirs. Et là, tout le monde est en mode, non, arrête, enfin... Et on voit que la table de Ouija commence à bouger par elle-même. L'adolescent le remarque, va aller voir ce qui se passe, lui demande qui c'est, et là, on a Nicholas Scratch, donc le fils d'Agatha, qui est en train de se manifester. C'est le moment où la montre. Et donc ça confirmerait qu'il est mort. Voix de fantôme, s'il y a une voix d'un esprit, c'est qu'il est bien mort. Et le chrono arrive à la fin, l'adolescent va crier son nom, et encore une fois, pim, ça fonctionne sur Agatha direct. Et on voit à quel point il y a vraiment un traumatisme par rapport à son fils, et là elle s'arrête directement, et on entend la voix d'un enfant. Et donc ça a l'air de confirmer de plus en plus qu'effectivement il est mort enfant, on n'est pas encore sûr. Mais bon, quand elle avait eu sa vision, Agatha, elle avait vu un landau, dans lequel il y avait le Darkhold à la place de son enfant, et là c'est la voix d'un enfant qu'on entend, qui dit « Maman, stop, arrête-toi ». Et donc vraiment je me demande, est-ce qu'elle a tué son enfant sans le vouloir? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, vraiment, je suis vraiment curieux d'en apprendre plus. Je suis tellement impatient des 2 prochains épisodes, mais tellement impatient. Ouais. Quand l'épisode s'est fini, je me suis dit, waouh, il y a une semaine avant d'avoir le suivant, vous avez pas le droit de faire ça. Vous avez tellement pas le droit. Heureusement que les 2 derniers épisodes, ça va être en une seule fois. On aura les 8 et 9 le même jour. Mais là, devoir attendre une semaine, c'est dur. Et donc, vous voyez William Fudd, ce que je vous disais tout à l'heure, justement, fabriqué à Salem. Et donc voilà, il met la planchette sur Goodbye, parce que c'est ce qui était la 5e règle. Et là, encore une fois, un passage va s'ouvrir. Alice, qui est au sol, qui a été vidée de ses pouvoirs, et on voit qu'Agatha veut se diriger vers elle, l'adolescent qui est choqué. On le voit qu'elle a l'air traumatisée à ce moment-là. Et quand elle veut s'approcher, là, il est en mode, la touche pas, t'approche pas. Là, vraiment, et on voit que que ça lui fait réellement du mal. Mais clairement, je pense qu'elle a pas voulu. Elle a vraiment pas voulu la tuer. Et les autres qui lui disent, mais elle essayait de protéger, en fait, mais tu le mérites tellement pas. Je pense vraiment qu'elle a pas fait exprès. Il y a quelque chose avec son pouvoir, mais elle voulait pas le faire. Et l'adolescent, voilà, espère qu'on peut encore la sauver, mais sans mode, non, on peut rien faire, c'est trop tard, ça y est. Et il veut croire qu'il y a un sort pour la sauver, mais non, ce qu'elles lui disent. Et elles lui disent, non, elle est partie. C'est fini. Et donc Agatha qui se dirige pour continuer, pour sortir de là. Et vraiment le regard de Rio, je me demande ce qu'il signifie. Parce qu'en plus c'est intéressant, parce qu'après Rio va disparaître. Mais je me demande si le fait qu'on la voit pas après, c'est pas justement parce qu'il y a un corps, et donc en tant que la mort, elle doit s'en occuper. Je me demande si c'est pas un truc comme ça. Après il est aussi possible, vu l'attachement de Rio à Agatha, je me demande si elle va pas lui faire ce cadeau de ne pas prendre ses âmes. Alors ce qui m'étonne, parce que sinon elle l'aurait fait pour son fils. Il n'y aurait pas de raison qu'elle puisse le faire là et pas pour son fils. Par contre, très clairement, j'ai de plus en plus de doutes sur le fait qu'elle meure vraiment. Je me demande si on peut réellement mourir dans le chemin des sorcières. Est-ce qu'elles sont pas juste éjectées quand il leur arrive un truc ici? Peut-être que il y a de grandes chances que je me trompe complètement. Mais bon, parce qu'en tout cas, à la fin, il est sûr que Lilia et Jennifer ne meurent pas. Mais on va y venir. Mais c'est sûr, parce qu'on a eu des trailers où on les voit encore dans des épisodes qu'on n'a pas vus,
pour l'instant, dans des tenues qu'on n'a pas encore vues. Mais donc voilà, effectivement, c'est trop tard pour Alice. On voit que c'est la zone jaune, donc comme je disais, ça va être certainement l'épreuve de Jennifer, justement, l'épreuve de la sorcière qui gère la divination, et on voit vraiment qu'elle est pas bien. Et là j'ai un doute. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, mais la manière quand elle voit donc le pouvoir d'Alice qu'elle a pris, mais on voit qu'il vacille un peu. Il vacille et il disparaît. Et je me demande s'il n'y a pas un souci. Et quel est le sens dans ce cas? On voit, il a l'air un peu comme les lumières justement quand elles clignotaient avant de s'éteindre, on voit que le pouvoir est un peu en mode bzz, bzz. Et donc je me demande vraiment s'il y a quelque chose par rapport à ça. Est-ce que peut-être Rio a fait quelque chose en retrait pour sauver Alice? Et c'est pour ça, je sais pas. Mais si vous avez une idée, je suis assez curieux pour le coup. Et donc l'adolescent qui débarque, voilà, en mode énervé contre Agatha. Comment t'as pu la tuer? Et encore une fois, je ne pouvais pas le contrôler, et je pense que c'est vrai. Et il faudrait qu'on en apprenne plus là-dessus, sur cette capacité qu'elle a. Et vraiment, on voit qu'elle est en mode je voulais pas, c'est pas ce que je voulais faire et j'ai pas fait exprès. Et l'adolescent qui ne veut pas la croire. Si tu aurais pu, ne me mens pas. Et déjà là, on voit qu'elle se refroidit un peu, en mode mais non, c'est pas ce que je suis en train de faire. Tu voulais son pouvoir, et c'est tout ce que ça signifie, tout ça pour toi en fait, n'est-ce pas? Et Jane qui va confirmer en disant oui, c'est pour nous toutes en fait. Toutes, on veut juste récupérer du pouvoir. Et Lilia qui en rajoute avec la mort vient pour chacun d'entre nous. Et c'est là qu'il commence à y avoir un changement. Et donc, l'adolescent qui dit c'est ça que ça veut dire être une sorcière, tuer des gens pour servir ton propre agenda. Et d'ailleurs, un truc, je sais pas si vous avez remarqué, mais avec les déchirures, avec les dommages que prend son pull, déjà depuis un moment, ça ressemble de plus en plus à des runes. Déjà, on avait vu qu'il y avait la lune sur les deux épaules, mais en plus, vraiment, on dirait des runes qui se forment sur son pull. Et donc voilà, tuer des sorcières pour servir ton propre agenda. Et là, il y a vraiment un changement dans le visage d'Agatha. Et il dit non, pas pour moi. Et est-ce que c'est le fait d'avoir récupéré les pouvoirs d'Alice qui font que cette fois, elle a pu lire dans l'esprit de l'adolescent, mais en même temps, il devrait y avoir le sceau qui fonctionne encore. Et j'en viens me demander pourquoi le sceau considérerait là, pourquoi il aurait été détruit maintenant, pourquoi il considérerait qu'il a plus besoin d'être. Du coup, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas eu une histoire de possession encore? Est-ce que l'un des deux n'est pas encore possédé par quelqu'un? Est-ce que Nicolas Scratch possède l'adolescent? Mais ça m'étonnerait qu'elle réagisse comme ça et pas plutôt en mode j'ai envie de te prendre dans mes bras, vu comment elle réagit à chaque fois. Est-ce que c'est la mère d'Agatha qui est encore là en train de posséder une des deux personnes? Est-ce que c'est la mère d'Agatha qui possède, qui est encore en partie je sais pas du tout. Franchement, pour l'instant, j'ai besoin d'y réfléchir d'ici live, mais poser des théories, essayer de comprendre, mais je me pose encore plein de questions. Parce que vraiment, là, elle change complètement d'attitude, et elle va se rapprocher de lui tout doucement, et lui dire, est-ce que tu en es sûr? Rapport au fait que tu ferais pas le même genre de choses. Et même lui, là on voit le changement d'attitude. Là on a... Et vraiment, autant j'étais un peu hésitant sur ce choix de Joe Locke dans le rôle de Wiccan, il est très bien. Il est vraiment très bien dans le rôle. Il est vraiment très bien. Et là on le voit en mode justement vachement plus sérieux. Ça c'est marrant, parce que du coup cette façon de le tenir, c'est déjà ce qu'on avait pu voir quand elle était face à sa mère. Et vraiment c'est vrai que voilà. Il y a le petit rappel. Et donc, surtout, il y a cette phrase de « Tu es tellement comme ta mère ». Mais du coup, je me demande, est-ce que c'est Nicolas Scratch qui est en lui et qu'elle parle d'elle-même? Parce qu'il y a vraiment un truc qui m'étonne dans la construction. Et je me pose plein de questions. Je suis vraiment impatient d'avoir l'occasion d'en discuter avec vous et avec Dr Salience en live, mais je me pose plein de questions. Et là, au début, il a l'air un peu surpris, et donc elle lui dit viens, animal domestique. Et là, on le voit qui fronce les sourcils. Et il va utiliser ses pouvoirs. Et vraiment, est-ce que c'est un esprit qui le possède et du coup il se rappelle qui peut utiliser ses pouvoirs? Mais en vrai, je pense pas. Je pense que c'est lui. Et je pense d'ailleurs vraiment, je suis à peu près persuadé que le prochain épisode sera un épisode de flashback où on comprendra. Parce que voilà, ça fait longtemps que j'avais mis la théorie que c'était lui qui s'était proposé le saut lui-même, et j'en viens à me poser plein de questions. Est-ce qu'en fait, voire même, est-ce qu'il avait pas déjà un deal avec Rio? Est-ce qu'en fait, il a pas conclu un marché avec Rio, de base? Est-ce qu'il la connaissait pas déjà? Mais je pense vraiment qu'effectivement, il s'est servi d'elle toute pour arriver à ses fins, pour pouvoir en arriver à retrouver son frère et sa mère. Pour moi, c'est vraiment ça. Et il joue
il joue la comédie depuis le départ. Et donc voilà, ce pouvoir bleu qui correspond au pouvoir de Billy dans les comics, et c'est assez ouf, hein. D'ailleurs, il l'utilise comme sa mère, petit mouvement de doigt, pouvoir, et direct, il arrive à contrôler les deux sorcières. On se rend compte qu'il est vachement plus puissant qu'elle. Direct, il contrôle les deux sorcières qui viennent choper Agatha, et on voit le bleu dans leurs yeux, parce qu'elles sont en réalité sous le contrôle de Billy. Là, c'est pas elles qui font ça, c'est Billy qui les utilise comme des marionnettes, et on a un Billy cette fois très très sérieux, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle croyait? Et vous voyez ce que je vous disais, on dirait vraiment que ça forme des runes. Hop, on voit ici aussi, ici, vraiment on dirait des runes sur son pull qui sont en train de se former. Et donc ouais, on voit qu'il les contrôle hyper facilement. Donc est-ce que tout le long il savait qu'il avait ses pouvoirs, ou est-ce qu'il vient de s'en rappeler? Est-ce que le fait que le sceau vienne d'être brisé par le fait qu'elle lui rappelle qui il est, et elle, depuis quand elle le sait? Est-ce que... trop de questions, je veux savoir. Et donc, elle se fait balancer dans la boue, et ensuite, moi je pense à la limite qu'il se venge que d'elle, mais donc il les fait revenir vers lui, et elle aussi, il les envoie dans la boue. Et elles aussi se font absorber par le chemin des sorcières. Vivement la semaine prochaine, j'ai besoin de comprendre tout ça. Et là, déjà on a la musique de WandaVision, un peu avant, le moment, vous savez que je l'ai pas dit, mais le moment où Agatha justement lui met le doigt sous le menton, on a la musique du thème de WandaVision qui démarre là, à ce moment-là, vous voyez. Ce qui est exactement cette partie-là. Le thème donc de WandaVision en même temps qu'elle lui dit tu es vraiment comme ta mère. Et alors là, de façon ultra cool, on a la caméra qui recule et on voit qu'il porte exactement le même genre de tiare, je sais pas trop comment appeler ça, que sa mère. C'est le même style, qui a l'air de former un M lui aussi. Et en plus on a la musique de Billie Eilish, You Should See Me in a Crown, donc tu devrais me voir avec une couronne, qui démarre. Ce petit, il a vraiment le même un peu position de tête que sa mère justement quand ça apparaît pour la première fois, avec cet air cette fois beaucoup plus sérieux. J'ai besoin de savoir la suite. Vraiment j'ai kiffé. Je kiffe la série. Je dois avouer, je pensais pas du tout que ça serait le cas. Et j'aime beaucoup. Et je me pose plein de questions. Et je vais faire plein de théories. Et ouais. Et des idées, vraiment, venez en live. Surtout si vous avez des théories en plus, ou si vous voulez en entendre. Mais faut qu'on mette tous nos cerveaux en commun, tous nos esprits en commun. Et qu'on réfléchisse tous ensemble. On va essayer de trouver tout ça, de trouver la solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais encore une fois, je suis persuadé vraiment que la semaine prochaine, ça sera un épisode flashback où on revivra les éléments précédents, et entre autres l'avant-premier épisode, l'avant que Billy aille voir Agatha, et on va comprendre comment il en est venu là. Ça serait logique en termes de construction narrative. On devrait avoir ce flashback. Et d'ailleurs, je crois que ça avait été le cas avec WandaVision. Si je dis pas de bêtises, c'était l'épisode 5. Je crois que c'était l'épisode 5 qui était flashback. Si, je suis pas sûr. 5 ou 6. Mais ouais, là, je pense que l'épisode 6, ça sera du flashback. C'est le moment où on doit comprendre justement. Donc, et ce qui me rend encore plus curieux pour la suite, parce qu'évidemment leur rapport va changer. Alors encore une fois, soit il va les sortir de la boue, il va se rendre compte qu'il était trop loin et il va les sauver lui-même, soit elles vont réussir à s'en sortir, mais bon, voilà. Elles sont, en tout cas ces trois-là, Jennifer, Lilia et Agatha, bien évidemment, ne sont pas mortes, donc à voir comment elles vont s'en sortir, mais ça va complètement changer le rapport Agatha-Billy. Enfin, je suis trop curieux de voir la suite. Puis même comment toutes le traitent, quoi. Parce que là, elles vont moins faire leur maline, hein. Ça va plus l'appeler animal familier ou quoi. On le voit d'ailleurs un moment dans l'épisode où Jennifer l'appelle, quand elle dit justement que les animaux familiers ont pas le droit à un vote, il la regarde de manière sérieuse. Et vraiment, on a l'impression qu'à ce moment-là, il fait... Toi, je vais pas te louper. toi, tu sais pas à qui tu parles. Toi, je vais pas te louper. Et ouais, non, cette dernière image, elle est folle. Franchement, j'étais au taquet, j'ai rematé la scène 3-4 fois derrière pour vraiment être sûr de voir les détails, parce que vraiment je me pose tellement de questions. Enfin bon, je suis curieux en tout cas de savoir vous, ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous aussi vous l'avez apprécié ou pas du tout? Est-ce que vous avez des théories? Partagez-les en commentaire, je veux tellement savoir vos théories, ou des questions peut-être que vous vous posez
auxquelles je n'ai pas forcément pensé. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, et sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. N'oubliez pas, on se retrouve le vendredi soir en live sur la chaîne à partir de 20h30 avec Dr Salience. Bisous bisous, ciao.